Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes essayiste, vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire un livre intitulé Encore debout, la République à l'épreuve des mots. Vous êtes régulièrement exprimé à ce micro, mais pas seulement pour exiger du Hamas la libération des otages et le soutien des démocraties à Israël, en premier lieu la France. Rachel Kahn, comment est-ce que vous avez réagi ce matin à l'annonce de la découverte de 3 nouvelles dépouilles d'otages, Hanan Yamblonka, 42 ans, Michel Nissenbaum, 59 ans, et le franco-mexicain Orion Hernandez Radou? On espérait qu'ils soient encore en vie, à vrai dire. Oui, on espérait. Extrêmement triste et tout de suite, évidemment, une pensée pour les familles. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec Laurence Ferrari, avec qui je travaille depuis le mois de septembre. Et c'est vrai que, notamment pour les otages français, elle dit les prénoms tous les jours à l'antenne. Et c'est comme si aussi... Sur Europe 1 et CNews. Exactement. Et c'est comme si... ils font partie de notre vie, en fait. Donc, on est extrêmement touchés, extrêmement tristes et surtout, encore une fois, très en colère de toutes ces personnes qui demandent le cessez-le-feu. Vous savez, les personnes qui demandent le cessez-le-feu aujourd'hui, lorsqu'on voit les vidéos qui circulent... Notamment celle qui a été diffusée avant-hier. Exactement. De ces femmes, jeunes femmes israéliennes. Et lorsqu'on a ces nouvelles, comme aujourd'hui, qui est un triste jour, les personnes qui demandent un cessez-le-feu sans entreprendre des recherches des leaders du Hamas, sans arrêter les financements de ces barbares, eh bien, ils sont, à mon avis, complices aussi des terroristes. En tout cas, ils légitimisent les actions terroristes. Et ce sont sans doute les mêmes personnes qui déchirent les affiches représentant les otages, les visages d'otages dans les rues de Paris et d'ailleurs. C'est insoutenable, absolument. Et là, il est là le deux poids, deux mesures. Il est véritablement... On veut les oublier, on veut faire oublier leur souffrance et leur statut d'otage entre les mains d'un groupe terroriste. On veut faire oublier leur humanité. Puisqu'en fait, pour ces personnes-là, en déchirant les affiches, et notamment celle de Kfir, de son petit frère, ou de dénigrer en fait les femmes, ce que les femmes subissent dans les tunnels, eh bien, on veut déshumaniser ces personnes tout simplement parce que elles appartiennent à Israël ou parce qu'elles sont juives. Orion Hernandez Radou était le fiancé de Shani Louk, dont le corps avait été découvert la semaine dernière par l'armée israélienne dans les mêmes conditions. Ils participaient tous les deux au festival de musique Tribe of Nova. Emmanuel Macron a exprimé tout à l'heure son immense tristesse à l'annonce de cette nouvelle, et le chef de l'État a renouvelé sa détermination et la mobilisation de la France pour obtenir la libération de l'ensemble des otages. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron et la diplomatie française sont au niveau face à la gravité de la crise? Est-ce qu'ils tiennent les bonnes positions? Est-ce qu'ils ont les mots justes, selon vous, Rachel Kahn, qui est si sensible justement aux mots qui fondent notre République et notre démocratie? Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs voix, en fait, au sein de la diplomatie française. C'est ça qui est inquiétant. J'aimerais bien que la France parle d'une seule voix, et j'aimerais bien que la France soit à la hauteur de ce qu'elle a fait pour les droits fondamentaux et les droits de l'homme depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, la France était motrice dans ces textes. Et absolument, ce qui a pu se passer, le communiqué de presse, par exemple, qu'on a vu pour la CPI, il n'était pas au niveau. Mais ensuite, Stéphane Séjourné a recadré les choses. Alors que le communiqué a été publié par le Quai d'Orsay, l'administration que le ministre dirige. Exactement, voilà. C'est ça mon souci. C'est-à-dire qu'on a l'impression, là, on est dans un tâtonnement, alors même que être au niveau, que la France soit au niveau, c'est que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Israël, par rapport aux otages, et notamment aux otages français, est non négociable. Ce en même temps diplomatique n'est pas tenable, n'est pas moral presque. Mais c'est d'une inhumanité. C'est-à-dire que depuis l'existence en fait d'Israël, ça n'est que ça. On ne parle jamais des roquettes. Évidemment, il y a le dôme de fer, donc ça évite les drames humains. Mais on ne parle jamais des bus qui sont incendiés, enfin des roquettes en permanence, etc. Des mises à l'abri tout le temps. Donc moi, je veux bien évidemment la population, et on est obligé de le dire, la population palestinienne instrumentalisée par le Hamas. C'est un problème puisque le Hamas, à mon avis, crée un crime contre l'humanité par rapport à sa propre population. Mais d'un autre côté, ce que vit Israël est insoutenable. Voilà.
Est-ce que vous ressentez que la population française, l'opinion publique, soit concernée par le sort des otages à Gaza, en particulier des ressortissants français? Il en reste désormais 2. On va donner aussi leur nom. Ouad Yahalomi, 49 ans, dont la femme et le jeune garçon ont été libérés fin novembre, ainsi que Ofer Calderon, qui est lui papa de 4 enfants. Je pense notamment au mouvement de solidarité qui avait accompagné Ingrid Betancourt il y a une vingtaine d'années lorsqu'elle avait été capturée par les FARC en Colombie. Est-ce que vous ressentez la même solidarité qui s'exprime? Non, mais il n'y a aucune solidarité. Il y a juste des silences. Et puis, il y a surtout pire que le silence, d'ailleurs, parce que le silence encore pourrait dire quelque chose. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a un oubli de nos concitoyens. Alors même que nous avons sur tous les pontons de nos mairies et nos écoles de la République le mot fraternité, je ne ressens pas trop de fraternité. Et dans le même mouvement, la France n'est pas antisémite, il faut le répéter. C'est-à-dire qu'en fait, dans le même mouvement, on reçoit énormément de messages de soutien en tant que Français. Y compris dans la rue parfois. Exactement, de Français juifs, et ça, il faut le rappeler. Mais c'est à nous aussi de rappeler les noms et les prénoms de ces otages, tous les otages, mais aussi des otages français. Rachel Kahn, vous avez signé hier une lettre ouverte à Karim Khan, publiée sur le site du Figaro. Karim Khan, c'est le procureur général de la Cour pénale internationale qui a réclamé en début de semaine des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas, notamment Yahya Sinwar, mais aussi contre Benyamin Netanyahu et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Comment la juriste que vous êtes a analysé les justifications avancées par le procureur général de la CPI, notamment sur l'absence, à ses yeux, d'enquête minutieuse des instances judiciaires israéliennes sur l'avancée de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza? Oui, en fait, j'ai voulu surtout réagir, mais pas de manière émotionnelle. En droit. En droit, parce que l'émotionnel, oui, dire le nom de Netanyahou, évidemment que ça ouvre la porte aussi partout dans le monde à l'antisémitisme, que ça nourrit la campagne de communication du Hamas. Mais ce qu'il y avait aussi, c'était une demande de mandat d'arrêt de 3 leaders du Hamas. Et c'est ça qui m'a intéressé. Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Haniyeh. Exactement. Le chef de la branche politique du Hamas. Exactement. Ce qui m'a intéressé, là, c'était que ces noms soient mis dans son communiqué, parce que le droit international est en retard de 50 ans. Et comme on voit beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux faire le jeu du Hamas en pointant du doigt Israël, qui est coupable finalement, qui a une présomption de culpabilité finalement partout, parce que au niveau des instances internationales comme l'Afrique du Sud, la traîne en justice, etc. L'idée, c'était de dire et de rappeler qu'il n'existe pas un droit international du terrorisme qui nous permet aussi de faire cette campagne de communication. Parce que si on avait des tribunaux internationaux qui traînent devant la justice les leaders du Hamas, eh bien, ça nous permettrait de qualifier les faits, ça nous permettrait que les familles aussi puissent se réparer, et puis ça nous permettrait de mettre des mots sur des silences. Aujourd'hui, le droit international est silencieux. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est que le 7 octobre, comment ça se qualifie en droit. Et donc, vous demandez au procureur général de la CPI de profiter de cette occasion-là pour créer un tribunal de Nuremberg du 7 octobre. De créer un tribunal du Nuremberg du 7 octobre. De toute façon, s'il ne fait pas cela, s'il ne crée pas un tribunal de Nuremberg du 7 octobre, pour moi, il faudra qu'on se réunisse pour prononcer le Kaddish du droit international. Ça sera la mort du droit international. Qu'est-ce que c'est que ces tunnels ? Qu'est-ce que c'est que ces hôpitaux où il y a des armes ? Qu'est-ce que c'est que ces mosquées où il y a des armes ? Qu'est-ce que c'est que ces boucliers humains ? Parce que le Hamas est coupable non seulement par rapport à Israël, mais par rapport à la population palestinienne. Qu'est-ce que c'est que ces viols ? Qu'est-ce que c'est que le non-respect des morts, de découper des seins, de couper la tête des bébés ? Qu'est-ce que c'est que cette barbarie-là ? Nous n'avons pas les mots en tant que citoyens que ce tribunal-là, mette des mots sur ces actes de barbarie et aussi mettre des mots sur les silences. On en a besoin, et c'est comme ça que le droit international pourra redorer ses lettres de noblesse. Parce que par rapport à Israël, franchement, depuis le début, il n'est pas à la hauteur, ce droit international. Rachel Kahn, je voudrais qu'on termine avec cette lecture que vous avez menée hier soir. Et merci donc d'être avec nous cet après-midi autour de la figure de Golda Meir, à partir d'extraits des 2 autobiographies de l'ancienne première ministre israélienne. Comment est né ce projet ? Comment ça s'est passé hier à l'espace Rachi ?
Alors écoutez, j'ai été contactée par l'espace Rachi, la dimension culturelle de l'espace, qui fait des choses assez formidables d'ailleurs. Et puis c'est Pourquoi Golda? Eh ben, je ne sais pas justement. Alors vous savez, c'est étrange parce que moi je suis un peu superstitieuse et je pense que parfois, en tout cas, il y a des rôles qui c'est les rôles qui viennent vous chercher. C'est pas l'inverse en fait. C'est pas vous qui allez chercher un rôle et parfois ça s'impose à vous. Moi, on m'a proposé Golda. Alors surtout dans le contexte post 7 octobre, 50 ans de l'anniversaire de la guerre de Kippour. Tout à fait. Moi, j'ai été très émue en fait de cette proposition. Et puis ce qui est dingue en fait, c'est vrai que la lecture a duré 1h15 ou 1h30. C'est qu'on retrouve très précisément les mêmes problématiques. En fait, elle a été une figure emblématique, la première femme Premier ministre d'Israël. On dit que c'était le meilleur homme politique d'Israël. Mais cette bataille, en fait, cette bataille presque pédagogique aussi, pour faire comprendre ce qu'est le sionisme, ce qu'est cette terre d'Israël. Elle est arrivée bien avant, en fait, la constitution de l'État. Elle l'a mis en place et puis elle a été cette femme qui a sécurisé aussi l'État d'Israël contre vents et marées, contre les Britanniques. Dans ce texte, elle rappelle aussi des moments extrêmement douloureux pendant la Seconde Guerre mondiale où ce bateau, l'Exodus, n'arrive pas avec ses 4500 réfugiés que le mandat britannique n'accueille pas sur les terres de Palestine, mais renvoie en Allemagne. Et donc, ils ont péri dans les camps. Se rappeler cette histoire-là, dans notre contexte, c'était un moment, presque un moment de grâce, en fait. Il y avait une écoute. D'ailleurs, je tiens à remercier l'écoute du public. Ouais. Vous pourriez renouveler l'expérience ailleurs ? Je pense qu'il faut qu'on le fasse pour que la voix de Golda Meir résonne partout. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Je rappelle, en attendant la suite de cette lecture des textes de Golda Meir, votre dernier livre, Encore debout, la République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. On peut réécouter cet entretien notamment sur notre chaîne YouTube. Shabbat Shalom et à très bientôt à ce micro. Good Shabbat.